Bien, monsieur le représentant du maire, messieurs, mesdames les organisateurs, madame la vice-présidente, mesdames, messieurs, chers collègues, je suis très heureux de vous présenter cette conférence. Très heureux d'avoir été invité par la Société des neurosciences à la donner et très heureux que mes amis sportifs soient là parce que je dirais que ce qu'il y a de plus important à dire, c'est probablement eux qui vont le dire. Je le pense très très sincèrement. Voilà, alors les champions sont-ils programmés pour gagner? Bon, c'est évident que c'est un peu provocateur. On ne programme pas un champion comme une fusée qui va aller dans l'espace interstellaire. Cependant, le mot programmation est un mot qui appartient au vocabulaire de l'entraîneur et du champion. On programme une saison, on programme un entraînement, on s'organise pour. Et je vais essayer de montrer ici ce qui relève de la programmation, ce qui peut être prévu, de ce qui relève de la préparation, parce qu'on se prépare un événement, eh bien on se prépare un événement tout le temps dans le domaine du sport contre un adversaire qui est lui-même est préparé et programmé, donc il y a une partie d'aléa. Et eh bien, au bout, il y en a un qui gagne et je me suis intéressé particulièrement à cette personne qui gagne. Voilà, c'est ce que je voudrais vous montrer. Alors, d'abord, programmer, qu'est-ce qu'on entend par là? Si je prends le terme le plus général, qu'est-ce que c'est qu'un programme? C'est une suite d'instructions fournie à un système qui est organisé pour effectuer une tâche. Alors d'abord, une suite d'instructions, il est clair qu'on ne donne pas des instructions à un sportif. Il n'y a pas un coach ou un entraîneur qui va programmer son sportif. Donc pour atteindre un objectif, eh bien, ce qui est mis en œuvre est co-géré. C'est très important. Il y a un partenariat, il y a une espèce de compagnonnage entre l'entraîneur et son athlète. En aucun cas, ce sont des instructions descendantes, c'est toujours une interaction et une co-gestion. On parle de système. Effectivement, le champion peut être assimilé à un système, c'est-à-dire un système complexe où un certain nombre de processus interagissent. Alors, c'est des processus qui sont psychologiques, qui sont neurologiques et qui sont biologiques. Bien, gagner, c'est utiliser ces processus au maximum possible. Alors en ce qui concerne l'aspect psychologique, bon, il y a l'intention, quels sont mes objectifs, il y a mes motivations, qu'est-ce qui me motive à atteindre cet objectif, il y a la gestion de la complexité individuelle, parce que être seul dans ce grand système, c'est très difficile à gérer, et puis il y a la gestion collective, puisque les champions sont souvent accompagnés, ils sont en équipe, et donc c'est aussi très complexe à traiter. Les aspects neurologiques ont essentiellement lieu, pour ce que je vais décrire, au traitement de l'information. C'est-à-dire que le sportif est toujours placé dans un environnement qui est toujours hyper complexe et la quantité d'informations qu'il doit traiter dépasse les capacités de traitement d'un individu normal. Alors comment va s'y prendre le champion pour traiter ces informations? Et donc il va devoir utiliser son système nerveux de la manière la plus efficiente possible. Les troisièmes domaines sont les aspects biologiques, dont je ne parlerai pas, parce que ce n'est pas mon domaine. Ils interviennent évidemment, puisqu'ils interagissent avec le reste, et vous saurez comment ils interagissent en assistant à la conférence du professeur Brice Walter, qui, je viens de l'apprendre, et je m'en réjouis pour vous, qui va faire un exposé sur exercice et cognition. Donc voilà, la suite, ce sera Yannick Brice-Walter qui la fera. Alors maintenant, le sportif, c'est un système qui est organisé, c'est-à-dire qu'il est adapté aux contraintes. La situation sportive est une situation extrêmement contraignante. Donc ces contraintes sont de quelle nature? Elles sont énergétiques, il faut produire un travail, et elles sont bio-informationnelles. Autrement dit, c'est de l'information qu'il va falloir traiter de manière biologique, de manière neurologique. Et pourquoi? Parce que dans les situations que je vais décrire, le sportif est toujours soumis à un triple problème. Vitesse, exactitude, précision. Il faut qu'il aille très vite, qu'il soit très précis, qu'il donne la bonne réponse, donc exactitude, et qu'il soit très précis. Bien, tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe.
Alors, tout cela, bon, c'est mon travail de recherche et c'est aussi un travail que j'ai mené pendant 2 années avec 16 champions olympiques, champions du monde, recordman du monde, à la suite d'entretiens. Et mon travail a consisté à passer de la théorie à la pratique. La théorie, c'est l'état des connaissances, et la pratique, c'est c'est-à-dire ce qui résulte de nos entretiens. Et c'est ce qui va alimenter l'essentiel de ma conférence, ici. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par adapter le système aux contraintes informationnelles ? Beaucoup d'entre vous ont joué au tennis. Il va de soi que pour jouer au tennis, il faut être capable de regarder correctement la balle. Ceux qui ont joué ont entendu dire « regarde la balle jusqu'au bout ». Eh bien, c'est quelque chose que le système nerveux ne peut pas faire. À savoir que, lorsque vous voulez poursuivre un mobile, notre capacité à mobiliser notre œil à l'intérieur de notre tête pour suivre ce mobile est inférieure à 100 degrés par seconde. Une balle qui arrive près de vous et que vous devez renvoyer va atteindre des vitesses qui sont supérieures à 200 degrés par seconde, qui atteignent quelquefois 300 degrés par seconde. Donc, dès le départ, vous voyez quelque chose qui caractérise le fonctionnement du sportif, c'est qu'il est soumis, dans tous les cas, à des contraintes telles que son système nerveux ne peut pas traiter l'information qui lui permet de répondre. Donc, ne pouvant répondre, pourtant il répond, l'individu va apprendre à sélectionner des stratégies qui vont compenser son insuffisance de manière à être capable de faire ce qu'on lui demande, regarder la balle. La première chose, c'est qu'il va déplacer sa tête et son œil, et la vitesse va être la somme de la vitesse de la tête qui transporte l'œil plus l'œil à l'intérieur de la tête. Et la deuxième chose, c'est qu'il va changer, il va adopter un mode de fixation qui n'est pas de la poursuite, ce qu'on lui demande de faire, mais il va utiliser des saccades, un déplacement très rapide de l'œil, qui lui peut aller jusqu'à 300 degrés par seconde, et l'ensemble va lui permettre d'être là visuellement au bon moment, au bon endroit et au bon moment et en anticipant. Tout cela, on ne lui a pas appris. Tout cela, il a appris à le sélectionner. Il a appris à bricoler son système nerveux pour l'adapter aux contraintes. Et une fois que ceci est adapté, il va donc traiter de manière tout à fait automatique cette information sans besoin d'aucune ressource particulière, si ce n'est que son système est adapté. Ce que je dis là est valable dans toutes les activités sportives, quelles qu'elles soient. Dans toutes les activités sportives, quelles qu'elles soient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire adapter le système aux contraintes ? D'abord, il faut être concentré. C'est un processus nerveux qui est en relation avec la façon dont notre système peut être plus ou moins vigile. Et donc, on ne peut pas rester à un très haut niveau de concentration tout le temps. Et au cours d'une activité, il faut changer plusieurs fois de mode de concentration. Alors cela, on l'a étudié en laboratoire. Je vais simplement ici vous donner une réflexion qui illustre très bien cela. C'est ce que dit Laura Flessel, championne olympique et championne du monde. Mon escrime est cérébral. Je pose des pièges pour voir comment mon adversaire réagit. C'est de la 4e ou 5e intention. Ça veut dire que je prévois 4 ou 5 intentions avant ce qui va se produire. Et à la manière dont elle réagit, je vais ou non m'engouffrer dans la faille. En fait, je sais déjà comment fonctionne mon adversaire avant même de monter en piste. J'utilise toutes ces informations pour monter mon scénario. Une fois sur la piste, j'ai intégré ces informations et j'attends le bon moment. Pour faire cela, il ne faut pas être seulement dans la planification et dans la programmation. Il faut avoir des routines qui permettent de réagir
extrêmement rapidement. Et donc des routines qui sont ce que l'on appelle un bas niveau de traitement. Elles ne consomment pas d'énergie attentionnelle. Et si vous demandez à n'importe qui de planifier comme elle, bien, il ou elle va planifier, et pour autant, il ne verra jamais l'ouverture. Donc, voilà quelqu'un qui est capable de fonctionner à un niveau de traitement et de laisser passer ses automatismes pour pouvoir réagir très rapidement dès que l'information est disponible. Donc, vous voyez cette capacité à adopter le bon niveau de contrôle en fonction de l'instant dans lequel nous sommes. Et tout cela, ça se produit dans des temps qui sont d'ordre de la seconde et certains processus de l'ordre de la milliseconde. Ça aussi, il faut apprendre à le mettre en œuvre. C'est l'objet de l'entraînement. Deuxièmement, l'attention. Alors, quand on étudie l'attention de sportifs de haut niveau, qui excellent dans des tâches où il faut faire très attention, escrime, tennis de table, boxe, bien, on voit un certain nombre de caractéristiques. Ces caractéristiques, notamment, il y en a deux qui ont la capacité de changer de focus attentionnel et ce que l'on appelle la flexibilité attentionnelle. Un débutant, lorsqu'il traite une information, a un champ perceptif qui est extrêmement réduit. C'est-à-dire qu'il va prélever des informations de manière très précise, mais une information à la fois. Et le fait d'être orienté vers telle ou telle information va placer l'ensemble dans la pénombre psychologique, dans la mesure où il focalise son attention, il utilise toutes ses ressources attentionnelles pour traiter cette information. Le sportif de haut niveau, lui, va être capable de changer, c'est-à-dire il va passer d'un focus extrêmement restreint à un focus extrêmement large. Et il va être capable de faire ce changement très souvent en fonction de la situation. La deuxième caractéristique, c'est que le sportif de haut niveau, s'il engage son attention à un point de la scène, et si la bonne information n'est pas là à ce moment-là, il va être capable de déplacer son attention très rapidement pour aller chercher l'information ailleurs. Cela, ce ne sont pas des métaphores, ce ne sont pas des images, ce sont bien des résultats expérimentaux qui le démontrent, à partir d'épreuves dites de chronométrie mentale, c'est-à-dire qu'on met les athlètes de haut niveau dans des conditions particulières en leur demandant de répondre à tel ou tel événement qui apparaît, qui peut être aléatoire, qui peut être conforme à ce qu'on lui a donné comme information ou non conforme. Et on va pouvoir étudier cet athlète de haut niveau à la fois chronométriquement, comment répond-il, plus ou moins vite en fonction des situations, et comment fonctionne son système nerveux central, puisque en même temps, on va enregistrer le fonctionnement de son système nerveux central. Et la troisième chose, c'est les traitements parallèles, c'est-à-dire la capacité de traiter plusieurs fois en même temps. Maintenant, la perception. La perception, je vais revenir en arrière. L'une des caractéristiques des champions, des gens très entraînés, c'est d'être sensible à des formes qu'on l'on appelle prototypiques. Une forme prototypique, c'est une forme caractéristique de la situation. Par exemple, pour un escrimeur, l'espace pour l'adversaire, il est ouvert ou fermé. Il est accessible ou non accessible. Lorsqu'il est ouvert, il est très ouvert ou il y a des risques de riposte. Pour un joueur de volley-ball, il y a des situations caractéristiques. Lorsque mes adversaires sont placés de telle et telle façon, cela veut dire quelque chose. Donc ça va déclencher une réaction particulière. Et lorsqu'on étudie la façon de répondre plus ou moins facilement à partir de chimères, on crée des situations expérimentales et que l'on montre des situations prototypiques ou non prototypiques à des experts ou non, eh bien les experts ne sont pas différents des non-experts lorsque les situations ne sont pas prototypiques. Mais dès que la situation est prototypique, eh bien, l'individu répond plus facilement. Cela veut donc dire qu'il est organisé à répondre d'une manière quasiment presse-bouton dès lors qu'une situation se présente, parce que c'est bien cette occasion qu'il faut saisir.
La dernière chose, c'est le couplage, ce qu'on appelle le couplage perception-action. La première fois que vous essayez de rattraper une balle, c'est extrêmement difficile. La première fois que vous êtes au trampoline et que vous allez devoir atterrir, c'est extrêmement difficile d'organiser votre arrivée. Bien, et au début, vous êtes obligé de faire un certain type de calcul. Puis ces calculs ne fonctionnent pas. Mais au fur et à mesure des essais et des erreurs, vous allez vous rendre compte que vous êtes de plus en plus au bon endroit, au bon moment. C'est ce que l'on appelle un couplage perception-action qui, lui, ne passe pas par la conscience et quelque chose qui est totalement automatisé. Donc, vous voyez, être un sportif de haut niveau, c'est être capable de maîtriser tous ces mécanismes qui sont une potentialité du système nerveux, mais qui n'existe pas au départ et qui est quelque chose qu'il faut construire. Et je dis, l'expression que j'aime, c'est les sportifs bricolent leur système nerveux central. C'est-à-dire, ils vont procéder petit à petit. Le système nerveux central va procéder par essai, par erreur, et il va venir consolider des mécanismes qui vont être inscrits et qui ne coûtent pas grand-chose ou peu au niveau du traitement de l'information. Alors, voilà quelqu'un qui illustre l'ensemble de ce que je viens de dire. C'est Thierry Lincou, qui était champion du monde de squash. C'est le complexe bras-raquette et l'avant-bras qui sont importants. J'ai beaucoup travaillé cela à l'entraînement en focalisant mon attention et mon regard sur cette partie du corps. On dit souvent « regarde la balle », c'est un bon conseil de débutant. Quand on est bon, on la regarde au départ en vision périphérique. C'est le système de vision qui me semble le mieux traiter ces informations de vitesse et de direction. Puis sur la fin de sa trajectoire, notamment pour la frappe, on doit la regarder en vision centrale. Ce balancement entre vision centrale et périphérique est très dur à maîtriser. Le débutant, par exemple, essaie de regarder tout le temps la balle en vision centrale, ce qu'on lui demande d'ailleurs, ce qui n'est pas possible compte tenu de cette vitesse. Voilà quelqu'un, bon, il était étudiant en STAPS. Bon, j'ai eu la chance de l'avoir comme étudiant. Ce n'est pas forcément moi qui lui ai expliqué cela, ou alors à croire que tous les étudiants à qui vous racontez quelque chose finissent par croire ce que vous leur dites. Ça ne se passe jamais comme ça. Mais ce qu'il dit, c'est une description, on va dire, pratique, qui rend exactement compte de ce qui se passe et qui illustre tout ce que j'ai pu vous dire. Alors, maintenant, oui, le couplage perception-action, voilà un exemple. J'ai l'impression que la perception repose sur des indices très ténus qui n'apparaissent pas à tout le monde et il y a quelque chose d'automatique qui, à la limite, régit à notre place. Voilà, donc, ça c'est Bruno Martini, champion du monde de handball, qui le dit. Bon, pour un sportif, c'est trivial, ce que je dis. Mais pour un spécialiste du cerveau, ce n'est pas tout aussi évident. Alors, un système maintenant qui est adapté, aux contraintes. Alors, cela pose des questions très intéressantes pour les spécialistes du cerveau. Y a-t-il une prédisposition? C'est-à-dire que lorsque l'on étudie une classe de sportifs champions de haut niveau, ils ont tous certaines caractéristiques. J'en arrive à dire que si l'on n'a pas cette caractéristique, on n'est pas champion. Mais la question qui se pose, c'est avait-il une prédisposition qui leur a permis d'être champion, ou c'est simplement le fait de la pratique qui a entraîné le mécanisme, c'est-à-dire une adaptation? Alors on a quelques éléments pour pour essayer d'y voir un peu plus clair, notamment des cohortes de sportifs que l'on suit pendant de très nombreuses années. On a fait une étude qui porte sur des joueurs de tennis pour étudier des processus attentionnels entre 10 ans et 18 ans. Donc des individus qui ne pratiquent pas et des individus qui pratiquent. Bien, les individus qui ne pratiquent pas sont pareils que ceux qui pratiquent à 10 ans, c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont pas encore commencé à faire du tennis. Mais progressivement, on va voir des transformations, et ces transformations ont lieu exclusivement chez ceux qui pratiquent, d'où l'hypothèse que ceux qui ne pratiquent pas, s'ils pratiquaient pas comme eux, auraient été capables de bricoler leur système nerveux pour l'adapter aux contraintes. Deuxième, autre chose, est-ce que c'est généralisable? C'est une question qui intéresse beaucoup les éducateurs. On dit toujours faites du sport.
Faites du sport, jouez au ballon, ça vous évitera d'avoir des accidents de voiture parce que vous serez capable de mieux évaluer les vitesses des voitures. Est-ce que c'est généralisable? Très certainement. J'en veux pour preuve le fait que lorsque l'on étudie ces sportifs de haut niveau, on ne les étudie pas sur le terrain. Parce que c'est pas possible. Aller faire un enregistrement du système nerveux ou aller mettre des capteurs en situation. Non. Donc on va créer des situations qui n'ont rien à voir avec la situation réelle, mais dont elle est extraite. Par exemple, on demande à des sportifs ou des individus, on leur fait entendre des signaux sonores, ça n'a strictement rien à voir avec le sport, et dans ces signaux sonores, on leur dit, vous répondez uniquement pour les types et vous ne répondez pas pour les tapes. Donc, tape, je ne réponds pas, type, je réponds. Mais on met 80% de type, de tape, et 20% de type. Tape, 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 type, tape, 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 type. Et de manière aléatoire. Bien, cette situation n'a strictement rien à voir avec la situation sportive. Et pourtant, lorsque l'on enregistre, la façon dont les personnes répondent et la façon dont les personnes utilisent leur système nerveux central, c'est une équipe italienne qui a fait ça, à partir d'enregistrements du fonctionnement du système, elle montre une différenciation chez les experts. Et tenez-vous bien, quand on compare une équipe olympique qui fait du tir au pigeon d'argile, c'est-à-dire sans incertitude, et une autre équipe olympique qui fait du tir, ce qu'on appelle trappe, c'est-à-dire le volet, le pigeon d'argile par là de manière aléatoire, eh bien, ça serait trop long à expliquer là, eh bien, ils sont différenciés parce que les uns sont confrontés à des situations toujours aléatoires et les autres ne le sont jamais. Donc, ce qui veut bien dire que ce sont des processus généralisables. Est-ce que c'est durable? Je pense que oui. On a fait, enfin pour ma part, j'ai fait très peu de sondages avec d'anciens sportifs. Mais ces processus que l'on décrit chez le sportif en activité demeurent au moins, on va dire, pendant les 5 ans qui ont suivi la carrière. Donc je pense que ce sont des processus qui sont eux-mêmes durables. Alors, j'ai dit que ce système devait être dans un équilibre bio-neuropsychologique. Parce que tout ce que je viens de dire ne fonctionne que si l'individu est au maximum de ses potentialités nerveuses, qui déterminent les potentialités psychologiques. Ces potentialités nerveuses sont en fonction de plusieurs processus. D'abord, le contrôle des émotions. Il faut résister à l'anxiété et réguler son stress. Le stress, c'est un processus qui est de nature nerveuse et biochimique. Et il faut être capable de contrôler quelque chose qui est un processus adaptatif. Heureusement que l'on stresse dans certaines situations, et heureusement que l'on se sauve dans certaines situations, sinon on ne serait plus là. Donc c'est un processus adaptatif, mais chez le sportif, ça peut le gêner. Deuxièmement, il faut réguler ses états de conscience, c'est-à-dire il faut, je le montrerai ultérieurement, avoir l'état de conscience qui convient parfaitement aux caractéristiques de la situation. Enfin, il faut gérer les états de crise. Et les états de crise sont permanents dans la vie pour un sportif, parce que c'est jamais linéaire, et dans une situation, les situations de crise en activité, les états de crise sont permanents. Lorsque vous faites une finale à Roland-Garros et que ça dure 5 heures, chacun des deux joueurs va passer par des états de crise, et on les voit d'ailleurs. Ils ont gagné 4 jeux, et puis brusquement, c'est une véritable catastrophe. Et certains, tous sont sujets à ces états de crise, tous, les meilleurs arrivent à les contrôler, et celui qui gagne est celui qui le contrôle le mieux. Mais tout cela, ce sont bien des processus nerveux. Ils sont nerveux et biochimiques, nerveux. Pour moi, ils dépendent avant tout d'une chose. Ça peut paraître simple, c'est endurer pour durer et gagner. La vie, la carrière d'un sportif est quelque chose d'extrêmement difficile. On ne gagne que parce qu'on a échoué, un jour.
Il faut donc être capable de tirer parti de ces échecs. Et au bout du compte, c'est avec une certaine quantité de pratique que l'on arrive au plus haut niveau. Celui qui est capable d'endurer est donc capable de durer, et lui seul est capable de gagner. Donc, on voit bien que, finalement, ce qui est déterminant, c'est pourquoi je fais une activité, quelle est ma motivation et quelle est ma capacité à endurer, voire souffrir. Donc, c'est un problème psychologique. Eh bien, il y a une adéquation entre notre psychologie et la façon dont fonctionne notre système nerveux central, dans la mesure où, si nous sommes capables d'endurer, nous pouvons bricoler ce système nerveux central. Alors, ce système, il est en équilibre instable, c'est ce que j'ai appelé la situation de crise. Alors, pourquoi est-il en équilibre instable ? Bien, parce qu'il a en permanence ces émotions qui vont désorganiser la merveilleuse adaptation que j'ai décrite précédemment. Et le fait que l'on contrôle ou non ces émotions va faire que l'on va utiliser au mieux ces processus sous-jacents ou ne pas les utiliser du tout. Alors, l'effet facilitateur des émotions, bon, d'une manière générale, les sportifs qui gagnent l'ont. Le stress est un booster, l'adrénaline, un élément qui te permet d'être encore plus fort, qui décuple tes forces dans des actions extrêmes. C'est paradoxal, ça peut être difficile, mais c'est nécessaire. Si tu n'as pas la pression, ça ne va pas. Le stress est un turbo et bien utilisé, c'est nécessaire. Bon, je passe. Mais il y a aussi un effet inhibiteur des émotions. C'est-à-dire que l'émotion peut être parasite. Et elle peut être parasite, j'ai choisi 2 exemples de personnes qui ont été parasitées durablement par leurs émotions, alors que les 2 ont été l'un champion du monde et l'autre champion olympique. Donc, vous voyez, c'est que quand bien même a-t-on domestiqué la façon dont on utilise son système nerveux central, on n'est pas à l'abri, à un moment donné, d'une panne, c'est-à-dire une crise que l'on ne peut pas maîtriser. Et ça atteint des proportions assez terribles. Voilà quelqu'un qui était champion du monde et qui a fait une énorme chute au cours d'une des manches et qui dit ceci: je suis rentré chez moi, je n'ai pas skié pendant 15 jours. 15 jours plus tard, je suis à la Red Bull, un master avec les 10 meilleurs, je fais la reconnaissance comme d'habitude, puis montée, préparation, départ, ski dans le vide, et au moment de partir, assis, des vertiges, la peur du vide, je ne peux plus skier, un choc émotionnel énorme. Je me morfonds et je me dis, qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis fini, je suis au bout. Je rentre chez moi, je mets mes skis au placard pendant 18 mois. 18 mois. J'ai été au plus bas quand la première course du championnat du monde est arrivée. C'était au Canada, à Whistler. 5 jours avant la course, j'étais toujours dans le même état. Mais je me forçais, je m'y remets pourtant. Je voyais bien que ça n'allait pas, que je n'étais pas bien. Au départ, je doute, je transpire, je pars quand même, et 10 mètres plus loin, je tombe à nouveau. Et là, je n'ai plus compris ce qui se passait, c'était terrible. Donc, vous voyez, arriver à domestiquer cela après 18 mois, c'est quelque chose d'épouvantable. Gerlin Chicherit y est arrivé. Mais il n'y est pas arrivé seul, on pourra y revenir par la suite. Franck Demoulin, quelqu'un d'un peu particulier, champion olympique très jeune, et je l'ai suivi pendant 3 Olympiades. Au cours de la première Olympiade, voilà ce qu'il disait de sa finale. J'ai connu l'état de grâce pour la médaille d'or de Sydney, une intensité de la première balle à la dernière balle, avec un engagement total, une sensibilité extrême, rien ne m'échappait. Oui, je gambadais. Je courais à 200 à l'heure, au bord d'un ravin. Mes émotions étaient phénoménales, vécues pleinement, je pouvais tout tenter. Il a tout tenté, il a été champion olympique. Puis il y a eu une panne qui a duré 4 ans. Et j'ai donc repris mes discussions avec Franck Demoulin juste avant les Jeux olympiques qui ont suivi. Et j'ai décrit dans mon bouquin ce qui se passait. Mais je n'ai pas décrit les causes de ce qui se passait, parce que c'était à 1 mois des Jeux, et les causes, elles tenaient à son système d'encadrement, essentiellement. Et par contre, j'ai publié cela 4 ans plus tard, puisque
après avoir eu cette épouvantable panne que je vais vous citer, là, il est parti au dernier jeu. Il a presque remporté le challenge. Il était second à la dernière balle. Et la dernière balle n'a pas atteint la cible. Et Franck Desboulins n'est pas monté sur le podium. Mais voyons ce qu'il disait à Athènes. Ce qui a été anodin à Sydney m'a écrasé à Athènes. Oui, j'ai vécu cela comme un rouleau compresseur. Puis à un moment, je fais une bidouille sur mon arme et c'est reparti. Mais à nouveau, le rouleau compresseur arrive et je paye à nouveau la taxe des pensées dévastatrices. J'essaye de récupérer, mais c'est trop tard, les dés sont jetés. Voyez, donc, quand je dis endurer pour durer, il faut sortir de tout cela. Après cela, Franck a mis autour de lui la structure d'accompagnement qu'il fallait, et Franck a été numéro 1 mondial et a été champion d'Europe, jusqu'au jeu où je vous ai expliqué, deuxième à la dernière balle et pas sur le podium. Ça veut donc dire qu'il faut apprendre à gérer le stress. Alors, tout d'abord, il existe une susceptibilité personnelle. Nous ne gérerons pas le stress tous de la même façon. Mais j'ai connu de très grands champions qui stressaient de manière épouvantable et qui s'en sont sortis. Je pense à Bruno Martini, par exemple, qui, j'explique dans mon bouquin comment il a pu s'en sortir, dans le mental des champions, pardon. Mais voilà, quelqu'un qui au départ stresse en permanence. Ce stress est modulé par l'expérience. C'est celui qui arrive à endurer, qui peut trouver les routines pour dépasser son état de stress. Et par adaptation progressive à la situation. Il y a une chose qui est fondamentale, et tous les sportifs doivent se poser cette question, et tous les entraîneurs doivent se poser la question. Pourquoi je pratique ? Il y a deux motivations, on va dire pour aller de manière schématiquement. Il y a une modification que l'on appelle intrinsèque, où l'on va pratiquer pour le plaisir de l'activité et pour progresser. On va tirer une satisfaction des progrès accomplis. Et il y a une motivation que l'on appelle extrinsèque, où l'on va pratiquer l'activité pour obtenir une satisfaction de l'ego, un renforcement de l'ego. C'est jamais ou l'un ou l'autre. Celui qui ne pratique que pour le plaisir, mais qui ne recherche absolument pas la satisfaction de l'ego, lui ne fera pas du sport de haut niveau. Il sera un très bon compétiteur, il ne fera pas du sport de haut niveau. Celui qui a une satisfaction de l'ego très très élevée, mais un intérêt pour la pratique limité, lui peut gagner, peut aller au plus haut niveau. Mais tous les champions que j'ai rencontrés ces dernières années, tous ceux qui ont un besoin de satisfaction de l'ego très important, eux sont atteints par les échecs. C'est-à-dire qu'ils se sortent difficilement de leurs échecs, quand bien même ont-ils atteint le plus haut niveau. Donc, ce n'est pas aussi évident que cela de savoir pourquoi on pratique pour un sportif. Et il faut trouver le juste équilibre. Et le juste équilibre, c'est vouloir satisfaire son ego, parce que sinon on n'a pas besoin d'être premier. Et avoir un intérêt énorme pour la pratique, pour tirer du plaisir de cette pratique. Rationaliser l'enjeu. Rationaliser l'enjeu, c'est-à-dire le situer tout à fait correctement. Lorsqu'un champion échoue, il doit, avec son entraîneur, être capable de voir objectiver quel est l'enjeu. Mais si je m'investis dans l'activité pour renforcer mon ego, mon échec me dit que je suis nul. Si je pratique aussi pour m'améliorer, mon échec, j'accepte de voir les raisons de mon échec, j'accepte de comprendre ce qui, dans ma préparation, n'allait pas, et je me remets au travail. Ça, c'est particulièrement important de comprendre pourquoi l'on pratique. Ça peut paraître tellement évident, mais je vous garantis qu'arrivé à la fin d'une carrière, certains
n'ont pas été capables de faire cette analyse précise. Il faut planifier ses objectifs et sa préparation. Ça, les sportifs le sachent. Si on n'est pas capable de le faire, on n'y arrive pas. La planification permet de savoir où on en est. Et donc, de ne pas se laisser emballer par un stress, puisqu'il permet d'identifier ce que l'on rencontre tout autour de cette préparation. Se rassurer par le travail. C'est aussi pour ça qu'il y a des Stakhanovitz du travail. Le travail rassure. Rechercher du plaisir. Ritualiser sa pratique pour se rassurer sans tomber dans une pratique magique. J'y reviendrai. Ritualiser, ça veut dire trouver des routines qui permettent d'affronter les situations difficiles. Je vais y revenir longuement tout à l'heure. Pratiquer un contrôle tonico-corporel, c'est-à-dire une juste façon de trouver un équilibre corporel en relation avec ses états psychologiques, et cela, ça se travaille par différentes techniques. Et enfin, il y a ceux qui s'en sortent seuls, et il y a ceux qui, quand bien même ont-ils été champions de très haut niveau, à un moment donné, pour des raisons que l'on comprend de manière générale, mais qui leur sont spécifiques, ne peuvent plus avancer seuls. Et à ce moment-là, il faut qu'ils se fassent aider par un accompagnant ou un psychologue pour l'aider à sortir de cette difficulté-là. Et utiliser des routines mentales au cours de l'épreuve, là aussi j'y reviendrai. Je voudrais revenir, puisqu'on est là à la semaine du cerveau, sur l'adaptation des états de conscience. L'état de conscience, c'est l'état de vigilance avec lequel nous abordons les situations auxquelles nous sommes confrontés. Un état de conscience qui est très bas, c'est lorsque je sommeille ou que je somnole. Mais le champion, lui, il est tout à fait à l'opposé. Autrement dit, il a un état de conscience qui est hyperactif. Pour vaincre une situation, pour vaincre un adversaire, pour battre un record, il faut que vous soyez meilleur que l'autre. Pour être meilleur que l'autre, il faut développer quelque chose d'exceptionnel que l'autre n'a pas. C'est-à-dire être capable de se mettre dans des états particuliers. Ces états particuliers ont été décrits pour la première fois il y a une vingtaine d'années par un psychologue qui travaillait sur la motivation. Rien à voir avec le sport et rien à voir avec l'activité physique. Et qui montrait que les individus extrêmement motivés, alors il a travaillé avec des grands créateurs, des individus extrêmement motivés décrivaient un état qu'il a appelé le flow. Les Français ont repris ça, ont appelé ça la zone. Moi, j'appelle ça l'état de grâce. Alors, c'est quoi? Voilà ce que dit Laura Flessel, qui est très surprenant pour les non-sportifs. Elle me décrit là ce qui s'est passé lors de sa première finale de championnat du monde à la Chaux-de-Fonds. Je me suis senti dans un état second. J'avais le sentiment de préparer tellement bien une action que je l'exécutais au ralenti. Cela au point de penser avoir un temps de retard tant il me semblait que j'allais doucement, que mon bras allait à 2 à l'heure, comme chez une débutante. Mais non, j'étais la seule à toucher, c'était donc que j'étais très rapide. Cette sensation ne m'arrive que dans les grandes compétitions, elle est tellement surprenante qu'il m'arrive de regarder mon entraîneur pour me rassurer. Ce qui peut paraître là tout à fait extraordinaire, et c'est extraordinaire, c'est quelque chose qui est relativement courant, que l'on va retrouver de manière courante chez ces champions-là. Je parle notamment de ceux qui sont dans des disciplines où, en fait, c'est ce que j'ai dit, il faut être vite et exact tout en étant précis. Et donc, si vous utilisez l'information et vous la traitez sans être dans un état particulier, ce n'est pas vous qui touchez, c'est l'autre. Donc, on décrit des transformations du champ de la conscience qui sont tout à fait
invraisemblable. Mais dès lors qu'ils se répètent et qu'ils se reproduisent ces individus différents, on peut leur accorder du crédit. Alexandre Biamanti, qui est un champion du monde de karaté, me dit ceci. La première fois, c'était en 1998. J'ai eu le sentiment d'être en hélicoptère et de tourner autour de mes proies. J'avais la sensation d'être au-dessus de mes adversaires, porté par quelque chose avec une incroyable sensation de légèreté. Donc je dis à Alexandre, mais ce sont des images. Il me dit non, je t'affirme que ce ne sont pas des images. C'est bien ce que j'ai ressenti. Et ça, on le retrouve, moi je l'ai décrit la première fois il y a près de 30 ans, ou 25 ans, chez Philippe Streff, qui était un champion automobile et qui me disait, à Monaco, j'étais à 200 à l'heure et brusquement ma voiture a été au ralenti. Mais c'est quoi être ta voiture au ralenti? Eh bien, j'ai tout le temps du monde. Tout va lentement autour de moi. Et donc, si vous arrivez à tirer sur le temps de cette façon-là, vous avez tout le temps du monde pour agir et vous pouvez être à la fois très rapide. C'est surprenant puisque Laura Flessel dit « j'ai l'impression d'être une débutante ». Vous êtes très rapide tout en étant exact et tout en étant précis. Ceci a été décrit beaucoup de fois et je l'ai décrit, moi, chez beaucoup de champions dans le mental du champion. Alors, ces mécanismes de l'état de grâce, parce que là, c'est quelque chose qui doit interpeller les spécialistes du cerveau. Le gros problème est que pour être dans cet état-là, il faut être en finale olympique ou au championnat du monde. Et mesdames, messieurs, chers collègues, vous ne mettrez pas vos électrodes avant de monter en piste. Alors, moi, j'aimais 3 types d'hypothèses. Une hypothèse qui est électrophysiologique, c'est-à-dire qu'il y a un changement d'activation du système nerveux central. On sait qu'il y a des choses de ce type-là, c'est très bien étudié, chez tous ceux qui font de la méditation, tous ceux qui font des pratiques de changement d'état de conscience. Et je suppose, mais c'est aux spécialistes de répondre à la question expérimentalement, difficile, on l'a vu, je suppose que le système nerveux a un registre de fonctionnement qui est autre que celui que l'on a dans la vie vigile de tous les jours. À la différence près par rapport à ceux qui font de la méditation, et ça c'est très important, c'est que celui qui médite se coupe d'une certaine manière du monde. Or, les sportifs sont dans le monde, plus que jamais dans le monde. Ils sont dans l'interaction alors que l'autre sont dans le recueillement intérieur. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique. Deuxièmement, il y a une hypothèse biochimique. On sait que le cerveau va fabriquer donc des substances, des endorphines ou encéphalines, qui sont capables de produire des sentiments de bonheur, des sentiments de non-fatigue, de résistance à la douleur, et il est possible qu'il y ait des transformations de ce type-là, lesquelles transformations ont été étudiées notamment chez les sportifs qui pratiquent des longues distances, et qui, du même coup, on attribue une partie de l'addiction, c'est un des thèmes, de l'addiction de ces sportifs à la pratique, au fait de vouloir retrouver ces états d'euphorie. La troisième hypothèse est une hypothèse neurologique, c'est-à-dire que je suis persuadé que l'expérience est inscrite dans le réseau de connectivité du système nerveux central. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que le jour où un individu a produit cet état, il va être capable de reproduire cet état. Une fois éprouvé, cet état peut être amorcé. L'amorce est un concept psychologique qu'utilisent les psychologues pour décrire qu'un élément va pouvoir, à partir de ressemblances dans des situations, à partir d'une mise en œuvre que fait l'individu d'une manière peu intentionnelle, l'amorce va être capable de déclencher un processus de manière extrêmement rapide. Le fait qu'un individu qui ait éprouvé cela une fois soit capable de le reproduire
veut dire qu'il a trouvé une clé. Et c'est cette clé qui va lui permettre de mettre en œuvre les circuits de manière optimale. C'est ce que j'appelle bricoler son système nerveux central. Alors, j'ai essayé avec une vingtaine de champions, ceux du mental des champions et d'autres, puisqu'on a fait une enquête avec l'INSEP qui m'a adressé à certains autres champions qui avaient vécu les mêmes choses, de décrire cela. C'est d'abord un processus non volontaire. L'individu ne dit pas « je vais me mettre dans cet état-là ». Une fois connu, ce processus est facilité. Alors comment ? Les champions développent des stratégies d'autoconditionnement qui sont destinées à provoquer ces états en utilisant des rituels. Ce sont ces rituels qui jouent une fonction d'amorçage de l'état désiré. Les rituels, c'est tout ce qui peut paraître magique et toute la façon, tout ce que je mets en œuvre lorsque je me concentre pour être bien dans l'état. Et celui, Jackson Richardson, avait besoin d'ennuyer tout le monde, pour être poli, ce n'est pas les mots qu'il m'a dit. C'était sa façon de se concentrer. Mais d'autres ont besoin du recueillement. D'autres ont besoin de musique. Et tout ceci constitue des rituels. Et le sportif apprend à sélectionner ces rituels. Lorsqu'il y a des préparations longues de type JO, le premier amorçage, la mise en tension se pratique environ 1 mois avant le début de la compétition. C'est-à-dire que l'individu va fonctionner de manière un peu différente. Alors je dis, il semble être destiné, cet état, à produire un niveau de fond grâce auquel le mental est configuré de manière optimale. Par exemple, Laura Flessel disait, moi j'ai besoin de faire un rêve. Ce rêve est toujours le même. Je suis dans ma chambre, je dors, je rêve que je dois aller faire la compète, que je suis incapable de trouver le bus, le train, le car, et je n'arrive jamais à cette compétition. Ma camarade de chambre, elle partageait cette chambre à cette époque, me dit que c'est absolument épouvantable, je crie, je suis dans un état d'agitation. Elle dit, quand je me réveille, je sais que je peux démarrer. C'est-à-dire, je peux entrer dans ma préparation. Alors, bon, il ne faut pas faire une relation systématique, ce n'est pas une pensée magique, loin de là. C'est que tout simplement l'individu a appris à associer à un moment un état particulier favorable à un état psychologique, et il ou elle va s'organiser pour se mettre dans les conditions les plus favorables à l'émergence de cet état psychologique. Une seconde phase plus spécifique est enclenchée juste avant l'épreuve, et elle met le psychisme en tension jusqu'au début de celle-ci. Une troisième phase intervient environ 3 à 5 minutes avant l'épreuve. Cette phase est très spécifique. Et l'athlète entre dans une bulle. Puis après, tout cela va déterminer ce qui va se passer au moment de la compétition. Et je crois qu'il faut que les entraîneurs et les athlètes doivent être très attentifs à leurs états psychiques. Pas pendant la compétition, surtout pas, mais rétrospectivement, pour essayer de savoir comment les choses sont arrivées, qu'est-ce qui s'est mis en œuvre. Et c'est une façon d'arriver à bricoler ce psychisme. Seuls les sportifs, non. Je fais actuellement une enquête avec 24 grands créateurs, sinon génies, c'est-à-dire des prix Nobel, des victoires de la musique, des Molières, des Goncourt, des médailles Fields, des gens qui sont tout à fait exceptionnels. Et ce que je montre, parce que j'étudie ces processus, c'est que tous, bien mieux que les sportifs, sont capables de bricoler leur psychisme. Chacun a ses modes de gestion pour bricoler leur psychisme et être capable d'obtenir le meilleur rendement. J'ai pris qu'un exemple. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui doit être très rapide, très précis. C'est Didier Locoud, qui est un virtuose du violon et qui est en même temps un improvisateur génial.
Plus je joue rapidement, plus j'ai l'impression de jouer au ralenti et plus je me détends. Je fais des allers-retours entre le rêve et la réalité. Vous voyez, changement de niveau de conscience. L'organisme ne peut pas se permettre d'être collé à la réalité. Ce serait trop fatigant. Je suis dans une tension et je dois me retirer pour me recharger. Je le ressens à un point tel que c'est monstrueux. J'appelle cela des apnées tout en étant en état d'éveil sur l'extérieur. Mais ça n'arrive pas tout seul, ça se travaille. Pour atteindre cet état-là, il ne faut pas laisser de la place au doute, mais être en vigilance totale, dans une forme de lucidité sans porter de jugement sur ce que l'on fait. Je travaille pour atteindre cet état. Il y a tout d'abord un travail mécanique qui consiste à laisser agir ses doigts. Il faut apprendre à se détacher de cette gymnastique qui doit être inscrite dans le corps, c'est l'automatisme. C'est un travail de lâcher-prise qui est nécessaire pour être dans l'improvisation. Il y a quelque chose en nous qui doit aller chercher une solution. Je traite instant par instant, le doute n'est plus possible, sinon le geste s'arrête. Et ces routines-là, en fonction de la nature de la création, je vais le retrouver, des routines toujours aussi sophistiquées que je vais retrouver chez tout le monde. Alors, le coach là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? J'ai donc fait un deuxième livre où j'ai étudié ce que fait le coach, comment il s'y prend pour programmer, pour co-gérer la performance, et j'ai interviewé 21 coachs et 21 de leurs athlètes qui ont tous été ou champions du monde, ou champions olympiques, ou recordman du monde. Alors, le coach et la programmation du champion. Comment les choses peuvent passer? D'abord, il faut que le coach comprenne quelle est la motivation de l'athlète, pour les raisons que j'ai précisées tout à l'heure. Il faut établir un climat de confiance. Un psychologue du sport qui s'appelle Sophia Jovette dit ceci, qui est très juste, même si ça paraît très simple. Lorsque le coach dit « les athlètes croient en moi » et que les athlètes disent « le coach croit en moi », alors on peut gagner. Vous voyez ce rapport d'empathie. Il va falloir adapter son mode de commandement et de leadership à ses athlètes. C'est-à-dire qu'on n'entraîne pas de la même façon des débutants et des experts, des hommes et des femmes. Il faut donc adapter son mode de leadership. Il faut être capable de gérer ce qu'on appelle la fixation des buts. Il ne suffit pas de dire on va gagner les Jeux Olympiques ou on va aller aux Jeux Olympiques. Il faut être capable de les gérer et de les faire partager par tous. Et dans les équipes, notamment de sport collectif, tout le monde ne partage pas, c'est curieux, mais tout le monde ne partage pas les mêmes objectifs. Et d'où des dissensions qui arrivent dans les moments de crise. Il faut organiser les statuts et les rôles dans l'équipe, préparer pour être prêt au jour J, et puis gérer les réussites et les échecs tout au long de la carrière. J'insiste sur le gérer les réussites. C'est très difficile de sortir d'une réussite exceptionnelle. Alors, la relation coach-athlète, elle est faite de respect, de même type de motivation, d'un partage des valeurs de leadership, partage de valeurs éthiques. Vous voyez, on n'est plus dans le système nerveux, on est vraiment dans des rapports entre êtres humains, mais c'est tout ça qui va conditionner l'état d'équilibre du sportif, partager les mêmes objectifs, évaluer ensemble les résultats et assumer ensemble les résultats. Alors, pour terminer, pour vous montrer à quel point l'empathie peut se faire avec un coach et son athlète, ça c'est Hugo Bry, qui gagne un championnat du monde alors qu'il est complètement mené. Le coach m'a dit un mois avant, parce qu'on a travaillé sur cette situation, il me dit à un moment donné, je vois que Hugues est perdu. Je le regarde et je sais qu'il faut qu'il touche à la main. Mais Hugues n'est pas capable de toucher à la main parce que ce n'est pas son spécial. Mais Hugues touche à la main. Il faut imaginer 1 milliard de personnes, pas 1 milliard pour un championnat du monde d'escrime, mais quelques millions de personnes, 50 millions de Français qui vous attendent, une espèce de folie qui est autour de vous, et dans cette espèce de folie invraisemblable, derrière son masque, il y a un regard d'un entraîneur. Je mène 13-11, mais mon adversaire revient à 13 partout. Je doute, je me retourne vers Michel, et je vois en lui quelqu'un qui ne doute pas, qui est sûr,
avec un regard posé sur moi, qui a une telle confiance en moi. Je ne le sens pas calme parce qu'il ne peut pas gérer, mais parce qu'il gère et qu'il est sûr de moi. Et là, de voir ce regard, je réagis comme jamais auparavant. Le fait qu'il soit calme mon côté foufou, et soudain je suis plus attentif, plus posé. Je mets deux touches qui viennent un peu du futur, parce qu'il n'est pas capable de les faire, ces touches. Je mets deux touches qui viennent un peu du futur pour moi, parce que ce ne sont pas des touches que j'ai l'habitude de faire. Pourquoi est-ce que je les fais à ce moment-là? Quand j'ai interviewé Hugues, il ne le savait pas. Et c'est lorsque je lui ai fait lire les propos de l'entraîneur un mois avant que Hugues a compris que dans cette espèce de folie, un regard lui a dit de faire quelque chose qu'il n'était pas capable de faire, et l'homme s'est transcendé, et l'homme a fait ce qu'il fallait pour être champion du monde. Voilà, donc les choses peuvent être planifiées, organisées, programmées, mais programmées, oui, mais. Vous reconnaissez, champion olympique il y a peu de temps. Vous reconnaissez, Pierre Vautier, champion olympique de snowboard à Sochi. Regardez ce que dit Pierre. C'est incroyable, c'est un miracle. J'atterris pas. Je n'ai plus de ligaments croisés, je cours avec une attelle. Il y a 2 mois, c'était presque impensable. J'ai tout fait pour être là alors que le timing était ultra serré. J'ai souvent eu des déboires dans les grands rendez-vous. Je ne suis pas l'homme des rendez-vous que je loupe souvent parce que je subis la pression. C'était peut-être ma chance d'arriver en gros outsider. Je n'arrive pas encore à réaliser, je n'ai pas encore atterri, je suis encore en l'air dans mon saut sur la dernière bosse et je suis champion olympique. Donc vous voyez que tout ne peut pas être programmé. Et voilà donc ce qui fait à la fois l'incertitude et les certitudes que l'on peut avoir quand on essaye de comprendre ces champions. Merci. Alors je vais commencer de gauche à droite, on va alterner un petit peu. Donc je vais commencer par quelqu'un que je connais très bien parce que c'est également mon entraîneur. Donc c'est Franck May, qui est un boxeur qui a fait différentes disciplines, donc boxe française, full contact et kickboxing. Il est plusieurs fois champion de France, champion du monde et champion d'Europe dans les différentes disciplines. Et c'est également le fondateur et entraîneur du Nice Boxing. Donc, c'est le plus gros club de France de boxe française avec plus de 400 licenciés. Donc, j'espère qu'il va pouvoir nous faire partager son expérience au niveau de l'entraînement. Donc, il est venu avec sa fille, Adeline May, juste à côté. Alors, Adeline, elle est 5 fois championne de France, championne d'Europe des moins de 18 ans, championne du monde des moins de 18 ans. Et elle n'a pas beaucoup connu de défaite, si je dois dire. Elle n'a même jamais connu la défaite. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Donc, ça arrive assez rarement. Donc, voilà, je vais aussi présenter Laura Pomportes qui pratique le squash. C'est la 3e joueuse française, 50e joueur mondial. Elle a été 3e au championnat d'Europe en 2012, 3e au championnat de France en 2013. Elle est également vice-championne de France 2014 et vice-championne d'Europe par équipe 2014. Donc voilà, vous pouvez l'applaudir également. Excusez-moi. Donc bonsoir. Alors, je vais reprendre vers la gauche parce que du coup, donc je vous présente aussi donc Nodjalem Miaro qui est pratiqué le handball. Donc, qui a été 5 fois championne de France en club, ainsi que 3 fois vainqueur dans la Coupe de France aussi, qui a en équipe de France quand même obtenu la 4e place aux Jeux Olympiques d'Athènes, ainsi que la 6e place à Sydney,
et qui a remporté les championnats du monde en 2003, ainsi que la médaille d'argent en 1999, et a remporté aussi une médaille de bronze en 2002 au championnat d'Europe, et qui est aussi présidente, comme on l'a dit tout à l'heure, de la Ligue féminine de handball. Voilà. Donc ensuite, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Victoria Rava, donc, qui fait partie donc, de l'équipe du RC Cannes en volleyball, qui a été 17 fois vainqueur des championnats de France et aussi 17 fois vainqueur de la Coupe de France, qui a notamment été sacrée meilleure joueuse du Final Four de la Ligue des Champions en 2003 et en 2006, meilleure attaquante de la Ligue des Champions 2003-2004 et meilleure marqueuse du Final Four de la Ligue des Champions 2005, parmi d'autres titres assez nombreux. Et enfin, je vais finir par Alain Bernard, donc, qui est spécialiste... qui se spécialise, on va dire, dans le 100 mètres nage libre, pour lequel il a obtenu l'or au JO de Pékin en 2008, ainsi que l'argent au championnat du monde 2009. Il s'est aussi distingué au 50 mètres nage libre en obtenant le bronze toujours à Pékin en 2008, ainsi que le bronze au championnat du monde de 2011. Et il a aussi fait gagner, on va dire, la France en équipe avec le relais 4 x 100 mètres. Donc, il a eu l'argent au JO de Pékin, le bronze au championnat du monde 2007 et 2009, champion d'Europe en 2011 et enfin champion olympique aux JO de Londres 2012. Voilà. C'était super intéressant, c'est vrai que merci beaucoup. Vous nous avez appris des choses qu'on ne connaissait même pas sur nous, mais c'est vrai qu'on se retrouve complètement dans notre parcours, dans notre expérience. Déjà contente de savoir que les sportifs ont un cerveau et en plus ils marchent bien. Alors que tout le monde dit le contraire. Vous voyez que... Et c'est vrai que moi, à travers de mon expérience, là, on est bien d'accord qu'on parle des sportifs au plus haut niveau, parce que je pense que quand j'ai commencé à faire le sport, c'est vrai qu'il y avait... je pense que quelque part, le physique est important aussi. Ce n'est pas seulement le mental, ce n'est pas seulement l'expérience, mais c'est vrai qu'on est prédisposé à faire ce sport ou pas. Est-ce qu'on peut fabriquer un champion? Je pense que non. Mais je pense qu'on peut aider à devenir champion. Ça, c'est sûr qu'on peut pousser quelqu'un, on peut, à travers d'une expérience ou justement de la science, d'aider quelqu'un à développer ses capacités plus facilement, plus vite, et on peut les guider vers ce sens-là. Ça, je suis d'accord parce que moi, j'ai eu une très très longue carrière et je vois que comment réagissait ma tête, comment moi je réagissais quand j'avais 18 ans, comment j'ai réagi maintenant. Il y a eu une progression énorme, il y a eu une régression sur mon état physique, mais il y a eu une progression énorme sur mon état mental. Et c'est vrai que maintenant, j'arrive à gérer des choses plus facilement. J'arrive à me mettre dans cet état de grâce que moi, personnellement, j'appelle état Matrix. Et c'est vrai que voilà, chacun on a notre nom à donner à cet état-là. Et cet état-là, je suis totalement d'accord à ce qui a été dit. Ça m'est arrivé une fois en étant, je ne sais pas, j'ai dû avoir peut-être 22 ou 23 ans. Et quand on la ressent, cet état-là, je le reproduis plusieurs fois. Ça n'arrive pas si facilement, ça n'arrive pas tous les ans, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Et c'est souvent, ça arrive dans les grandes compétitions, dans les grandes finales, parce que justement, il y a une stress transformé dans le stress positif. L'ensemble d'entre vous, est-ce que vous êtes tous d'accord, parce que vous pratiquez tous des disciplines différentes, certains par équipe, d'autres seuls, d'autres qui font les deux, par exemple dans un relais où on est plusieurs, ou quand on va jouer par équipe, on va être plusieurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réaction? Est-ce que vous gérez le stress de la même manière lorsque vous êtes par équipe, lorsque vous êtes tout seul? Donc, est-ce que vous êtes déjà mis dans ces états seconds, les états qui ont été décrits par Laura Flessel, par exemple? Alors, personnellement, j'ai souvent fait le rêve qu'elle faisait où elle n'arrivait pas à arriver à sa compétition, mais j'ai jamais eu le coup de grâce qui venait après, donc il faudrait vraiment qu'elle m'explique. Mais sinon, c'est vrai que, bon, moi je suis en sport individuel, mais on joue aussi par équipe. Et c'est vrai que personnellement, je ressens une réelle différence sur ma motivation, sur mes émotions entre un championnat du monde, par exemple, individuel et par équipe, où là, on va vraiment jouer pour ses coéquipières. Donc, elles vous expliqueront sans doute mieux que moi, mais on va arriver à se surpasser et donner son meilleur pour les autres. C'est vrai que ça a un impact assez important sur nous.
Pour ma part, oui, l'état de grâce, je l'ai déjà connu à plusieurs reprises. Alors des fois, je l'ai cherché, je ne l'ai jamais retrouvé. Alors c'est particulier la première fois que ça arrive parce que moi je me rappelle, ça a commencé vers 98-99. Donc je ne sais pas s'il y a un âge aussi où physiquement on se sent peut-être bien. Je devais avoir 25 ans, donc voilà, il y avait quand même 22 ans, il y avait quand même physiquement, je me sentais musculairement très solide. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'avais l'impression de faire 3 mètres. L'adversaire était tout petit, les cages étaient toutes petites. Et il y avait une lumière qui était vive et ça faisait vraiment bizarre parce que je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et je sentais que quand je tirais ça partait, j'entendais alors on met de la colle au handball, alors j'entendais la fin de mon tir, j'entendais la résine qui lâchait de mes mains. Alors la gardienne, je voyais qu'elle partait à gauche et je me dis mais t'es parti trop tôt et j'avais juste à poser le ballon et j'avais cette impression de voir 2 images différentes en même temps, c'est-à-dire ce que faisait l'adversaire et la facilité que j'avais à pouvoir faire autre chose. Et c'est vrai quand ça vient, c'est déjà en termes de sensation, de chaleur, physiquement, corporellement, on se sent chaud, on se sent grand, on se sent d'une puissance un peu hors norme. Voilà, et après tout semble très très simple. Et aussi cette acquisition des compétences, c'est-à-dire que au tout début de la carrière, on réfléchit, on est dans la répétition des gestes, l'entraîneur nous fait répéter le même geste, le même tir, le même débordement. Et puis après, il y a des choses où quand on voit, on n'a plus à réfléchir, on se dit c'est moi qui ai fait ça, je suis déjà en train de tirer et je n'ai pas réfléchi au débordement. Donc il y a une action qui est déjà faite et qu'on n'a même pas vue et qu'on n'a même pas senti, on ne s'est pas senti la faire en fait. Donc on se sent des fois un peu en dehors de son corps et j'ai des fois eu l'impression de me regarder un peu jouer et de me voir en train de faire des choses. Et bon, c'était moi qui les faisais, hein, je ne suis pas schizophrène. Donc, mais voilà, c'est assez particulier comme sensation. Donc, c'est vrai, comme elles ont dit, moi je fais un sport individuel. Bon, je suis très jeune encore, j'ai 18 ans comparé à vous. C'est sûr que j'ai pas autant d'expérience. Mais c'est vrai que, par exemple, en championnat du monde ou même voire championnat d'Europe, j'ai eu beaucoup de stress et tout, mais bon, j'ai quand même réussi à le gérer. Mais c'est vrai que cet état de grâce, j'ai eu peut-être l'occasion de le ressentir, parce que c'est vrai qu'on se sent comme un extraterrestre, donc pour ma part sur le ring et tout. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être largement au-dessus de mon adversaire, de la contrôler de partout, d'envisager tous ses faits et gestes. Et c'est vrai que c'était formidable. Merci. C'était formidable et c'était quelque chose que j'espère retrouver donc sûrement avec le travail, l'expérience qui va venir. Et donc c'est vrai que j'aimerais bien le retrouver, quoi. Très bien. Donc là, vous nous avez tous parlé de l'état de grâce, en fait, l'état quand vous êtes dans le meilleur de vos performances. Mais également, il y a des moments où on n'est pas au meilleur de sa forme, des moments où on va devoir perdre, avoir des défaites. C'est des moments qui doivent être difficiles à gérer. Donc, comment on va gérer la défaite ? Qu'est-ce qui vient en premier comme sentiment ? Comment on repart en fait pour s'inscrire à d'autres compétitions, repartir pour avoir toujours l'envie de gagner ? Comment vous gérez ça ? Je pense que tout le monde a connu la défaite. J'imagine. Tout le monde connaît la défaite tôt ou tard. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Alors, à savoir d'où vient la défaite. Est-ce que c'est une contre-performance ou est-ce qu'on a été battu par plus fort que soi ? Est-ce qu'on a tout mis en œuvre pour y arriver et ça n'a pas marché ? Ou est-ce qu'on a négligé certains points dans la préparation ? Un échec s'analyse souvent de cette façon-là. Pour rebondir, il n'y a rien d'autre que de se fixer un autre objectif, quelque chose de plus élevé, quelque chose qui peut prendre le goût d'une revanche, quelque chose qui peut nous attirer un petit peu plus, nous donner un petit peu plus envie de nous surpasser au jour le jour à l'entraînement. On parlait d'état de grâce tout à l'heure. Un état de grâce, c'est sûr que c'est addictif. On a envie de reconnaître cette sensation. On a envie d'aller la chercher. On a envie de se dire, tel jour, on a mis ça en œuvre. On s'est senti dans cet état. On a vu quelques secondes en avant. On a senti des coups arriver en avance. On a pu anticiper. Et par moments, ces états, on va tellement les chercher qu'on finalement, on ne les trouve pas.
Et c'est quelque chose qui doit rester dans le domaine de la création, dans le domaine de la créativité. À vouloir trop chercher quelque chose, finalement, on ne le trouve pas parce qu'on se perd dans l'improvisation. Je pense qu'on arrive à exceller aussi dans notre domaine en improvisant et en étant créatif. Et c'est chacune et chacun de nous qui, dans notre personnalité, nous permettent d'être le meilleur possible au maximum de nos capacités. D'accord. Et donc je reviens vers vous parce que vous êtes également coach sportif, également vers Franck May qui est entraîneur. Donc maintenant vous partagez aussi l'émotion avec les personnes que vous formez. Est-ce qu'on arrive à projeter son expérience sur quelqu'un, aussi bien l'expérience de la victoire que l'expérience de la défaite? Et donc comment on arrive à former mentalement un champion ou surtout à le préparer à la défaite? Donc, Le préparer à la défaite, je crois qu'on ne fait pas de la préparation pour former les athlètes à la défaite, bien à la victoire, mais de leur apprendre que la défaite existe, qu'elle fait partie intégrante du sport, que ce soit la victoire ou la défaite, elle fait partie intégrante du sport. Et j'ai entendu parler de stress. J'ai eu la chance d'avoir une longue carrière d'athlète dans un sport difficile qui est la boxe française ou le kickboxing ou le full contact. Et cette gestion du stress, j'allais dire, elle est presque inversement proportionnelle à l'âge et à l'expérience. Tout à l'heure, Victoria le disait, quand elle avait 18 ans, on est beaucoup dans le physique, on est beaucoup dans l'effort, et on a une gestion du stress qui est pas très bonne, parce qu'on compte essentiellement sur nos moyens physiques, nos moyens techniques, nos moyens tactiques, et on laisse un petit peu le mental de côté parce qu'on se sent fort, on se sent supérieur. Et au fur et à mesure de notre développement et de notre, de notre âge grandissant et de nos moyens physiques qui diminuent un petit peu, j'ai eu une longue carrière, j'ai boxé jusqu'à 38 ans en faisant un dernier championnat du monde. Cette gestion du stress, on la met justement au service de notre physique qui est peut-être un peu moindre, et on s'aperçoit justement qu'on trouve ces états de grâce à ces moments-là où on utilise pleinement nos moyens physiques qui sont peut-être un petit peu moindres que quand on a 20 ans grâce à une meilleure gestion du stress. Et la gestion de la défaite, c'est juste d'avoir un regard objectif sur la compétition. Comme disait Alain tout à l'heure, est-ce qu'on a perdu contre quelqu'un de plus fort? Et là, il faut se remettre à l'ouvrage pour pouvoir passer ce cap-là, ou alors parce qu'on n'a pas respecté les consignes, ou parce qu'on n'a pas été assez assidu à l'entraînement, parce qu'on n'a pas assez travaillé. Et je retiendrai quelque chose qu'a dit le professeur Ripoll tout à l'heure et qui me comble d'aise, endurer pour durer. Et je crois que dans toutes les étapes de la vie d'un athlète, il y a des satisfactions avec les résultats et les titres, mais il y a surtout beaucoup de souffrances au quotidien, à l'entraînement, qui permettent justement d'endurer tous ces sacrifices, d'endurer et de faire passer, j'allais dire, la pilule de la défaite comme la pilule de la victoire, parce que parfois on dit il faut savoir gérer la défaite. Et vous avez encore dit quelque chose de très juste tout à l'heure. En fait, vous avez résumé, je voulais vous remercier pour ça, vous avez résumé la vie d'un athlète et la vie d'un coach dans votre conférence. C'est ce qu'on vit au quotidien, sauf que quand on est athlète, on s'occupe essentiellement de soi, et que quand on est coach, c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, j'allais dire Thomas tout à l'heure, c'est quand on est coach, on doit prendre en compte les différentes personnalités des différents athlètes que l'on coach. Chacun a ses capacités, chacun a son affectif, chacun a ses moyens. Et la capacité d'un coach, c'est justement de pouvoir s'adapter et d'adapter tant la préparation physique que la préparation technique ou tactique. Moi, j'appelle ça le disque dur. À chaque disque dur. Parce que tout le monde n'a pas le même disque dur. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre un athlète et un coach. Moi, je voulais poser une question, parce qu'il me semble que dans votre livre, justement, Le mental des champions, vous citez Laura Flessel qui disait que finalement, ce qu'il avait peut-être le plus formé, c'était une défaite.
Et en tant qu'athlète, je ne sais pas si vous en avez, enfin, je pense pas que vous en ayez connu de si grandes, mais même en tant que coach, certainement, c'est comment on gère finalement, comment est-ce qu'on rebondit d'une défaite, comment en tant qu'athlète on gère vraiment la chose, et comment en tant que coach aussi on arrive à driver peut-être un peu, redonner cette confiance, par quoi ça passe, certainement le traitement technique de l'échec, mais aussi justement mental. Alors, si je peux me permettre, ça passe par une analyse des plus objectifs, une discussion avec l'athlète. Bien souvent, nous, en ce qui nous concerne, on fait de nombreux déplacements et le débriefing de la compétition, victoire ou défaite, se fait dans le bus parce qu'on a le temps et qu'on a que ça à faire, donc on gère ça dans le bus. Et ça va être la manière la plus objective et la plus honnête que vont avoir l'athlète et le coach. Et là encore, le professeur Ripoll faisait part de la relation qu'il doit y avoir, la relation de confiance qu'il doit y avoir entre l'athlète et l'entraîneur. Ça passe par nos formations. On parle de la relation entraîneur-entraîné. C'est indispensable d'avoir un discours des plus honnêtes pour gérer et appréhender la défaite et pour pouvoir rebondir. Si on ne voit que le côté négatif de la défaite, on ne pourra pas rebondir. C'est pas possible. Ni le coach vis-à-vis de l'athlète, ni l'athlète vis-à-vis du coach, ni, encore plus grave, l'athlète vis-à-vis de lui-même. Il faut qu'il y ait une remise en question permanente, une remise en question tant de l'athlète que du coach. Parce que une défaite, ce n'est pas la défaite d'une seule personne, c'est vraiment la défaite des deux combinés, que ce soit l'équipe ou que ce soit le coach. Et c'est s'il y a cette honnêteté qu'on peut rebondir sur un nouvel objectif, parce qu'il faut se refixer, Alain le disait fort justement, il faut vraiment se refixer un objectif. J'allais dire, j'ai eu la chance de le vivre, de perdre le combat que je ne voulais pas perdre. Je l'ai perdu, je l'ai analysé. Et l'année d'après, j'ai été champion du monde, mais parce qu'il a fallu, je vais le dire vulgairement, comme je le dis à mes élèves, il faut se botter le cul, il faut se poser les bonnes questions et il faut se remettre encore une fois au travail, parce qu'il n'y a que par ça qu'on peut y arriver. Il n'y a que le travail, endurer. Pour durer, je le retiendrai. Moi, je vous témoigne autant que sportif, justement, parce que la défaite, c'est quelque chose de difficile à vivre. Pour certains qui ont justement du mal à gérer le stress et la défaite, c'est comme une mort, en fait, mort physique et mentale. En fait, on a vraiment la sensation et les sentiments que plus rien qui existe, en fait, qu'on s'en fout de tout. Et en fait, pour moi, je l'ai toujours senti comme une sorte de, je sais pas, avortement, quelque chose de mauvais, quoi, quelque chose qui sort de ton corps, mais que tu te vides. Et en fait, le travail d'entraîneur pour moi et le travail aussi de toi-même, de raccourcir le temps au plus court possible pour que derrière il y ait une révolte. Révolte pour se dire que non, je ne m'arrête pas là, justement trouver des objectifs, se fixer des buts, et de aller vers avant, il faut se révolter parce qu'on a toujours comme une sorte de morte en fait après chaque défaite. Et comme nous en fait en saison ça se passe sur 9 mois, mais tous les semaines on a des matchs, voire tous les 3 jours, des fois la révolte il faut qu'elle vienne vite, il faut vraiment la mesurer, cette sorte de petite morte, il faut qu'elle dure un jour, parce que si elle dure 2 jours, 3e jour, il peut avoir une autre défaite et c'est difficile à gérer. En fait, voilà, le plus important, c'est de gérer ces périodes-là au plus court, de les raccourcir au maximum. Et ça doit être d'autant plus peut-être compliqué quand on joue en équipe finalement, parce que la sensibilité de chacun n'est pas la même, j'imagine. Il y a des gens qui sont peut-être... Même si on est dans l'équipe, tout à l'heure on a parlé avec les filles, chaque sport collectif, c'est tout d'abord un sport individuel. Parce que quand on commence, c'est comme on a dit, c'est un petit peu pour ton propre ego, pour ta propre réussite, et tu travailles toute seule. Le travail de l'équipe, c'est bien sûr avec tes propres moyens, mais c'est aussi beaucoup de travail d'entraîneur en fait, qui met justement ses individualités et ses points forts ensemble, et que lui, il gère ensemble. Et après, je pense qu'en force, on apprend aussi à se gérer ensemble. Mais je pense que chacune, on se gère individuellement. Et quand on gagne, on perd, c'est une victoire, une défaite de l'équipe, c'est peut-être plus facile quand c'est une défaite justement, parce que tu peux partager justement les mauvaises choses, tu dis je n'étais pas toute seule. Mais finalement, je pense que c'est quand même, on est tous individuels dans un groupe. Ce qui est particulier pour les sports collectifs, c'est
quand il y a une défaite, mais on a fait une bonne performance. C'est toujours un peu ambivalent parce que on a ce double sentiment où on est de satisfaction parce que l'ego, on a bien joué, mais après il y a quand même ce couperet de la défaite qui vient nous plomber en fait. On peut progresser individuellement parce qu'en effet, le sport co, c'est l'addition de sports individuels. Et si on se leurre à penser que en faisant un sport co, tout le monde joue ensemble, c'est parce qu'on joue ensemble qu'on est bon, c'est une erreur parce que individuellement, à partir du moment où je serai à 100% individuellement bonne, je ferai progresser mon équipe. Et c'est vrai que quand on est dans cet élan de progression et qu'on n'a pas de résultat, on a un résultat défaite, on a du mal à se positionner parce qu'on veut avoir un résultat personnel, mais on fait un sport collectif qui dépend des autres. Donc c'est après. Qui est-ce qui fixe les objectifs? On a des doubles objectifs. De l'équipe globale, c'est le coach. Ça dépend après c'est l'entraîneur, avec l'entraîneur en fonction de comment on a évolué. En tout cas, nous pour la part au niveau du handball féminin. C'est parce qu'on était bien et qu'on a fait un gros travail en amont et qu'on sentait... Bon, il y a eu un gros effet surprise en 99 où personne ne nous attendait et match après match, on se refixait le soir, on se réunissait et on faisait en effet un débriefing du match. Bon, on avait la chance d'avoir gagné, avoir des accumulations de victoires et après on repartait sur autre chose le lendemain matin. On avait tourné la page de ce match-là et le lendemain c'était une autre histoire. Et donc pendant 15 jours, on a vécu 15 histoires différentes. Donc avec l'entraîneur, il nous fixe les objectifs, mais après il y avait deux objectifs du groupe en fait. Donc c'était. Oui, parce que c'est vrai que vous parliez aussi de ce partenariat entre coach et sportif. Et je ne sais pas si parmi vous, vous avez tous eu cette relation plutôt positive, on va dire, dans le sens où c'est une vraie... ou si vous avez quand même eu des entraîneurs qui étaient peut-être plus directifs que d'autres, où ça peut convenir à certains, comme ça peut aussi effectivement déstabiliser. Je ne sais pas si vous avez... au niveau de votre mental et de votre efficacité. Dans le sport co, c'est super compliqué, je pense. Dans le sport individuel, c'est une relation qui est tellement duel et tellement forte qui peut arriver dans le sport co, mais dans le sport co, l'entraîneur doit prendre 15 individus de manière différente. Des fois, faire un discours pour 15 individus le même, mais impacter sur les 15, c'est très particulier. Donc des fois, on se reconnaît pas dans le discours. On attend autre chose, on va le voir individuellement pour qu'il nous apporte plus, parce que ça ne nous a pas suffi, ce discours-là, en fait. Et je trouve que dans le sport individuel, la relation, elle est beaucoup plus poussée que dans ce sport co. Dans le sport co, c'est du management, c'est Claude Onesta qui va trouver le deuxième arrière il y a un premier arrière, un deuxième, le second rôle. C'est pas les mêmes choses, je pense que... C'est moins intime, je pense. Ouais. Je pense que c'est moins intime parce qu'une relation entraîneur-entraîné sur un sport individuel, c'est vrai qu'on développe une relation intime, c'est vraiment le mot. C'est qu'on peut, au bout d'un moment, au moindre regard, à la moindre attitude, on peut interpréter. Et là, il y a quelque chose d'important aussi à mettre en avant, c'est le fil de la communication entre ce que l'entraîneur pense, ce qu'il exprime, ce que l'athlète comprend, ce qu'il interprète et ce qu'il va appliquer. Il va forcément y avoir beaucoup de pertes, mais j'imagine que dans le sport individuel, ça doit être plus compliqué aussi. Mais c'est ce que j'ai envie de dire aussi. J'ai eu des entraîneurs, moi par exemple, avec qui je m'attendais très bien, des entraîneurs qui m'ont soutenu, des entraîneurs qui m'ont mis en confiance et que bien sûr que c'était beaucoup plus facile. Mais j'ai aussi eu des entraîneurs avec qui j'ai eu des résultats énormes, avec qui je ne m'attendais pas du tout bien, avec qui je veux dire que j'avais l'impression qu'on est en conflit total, mais à chaque fois j'avais l'impression que j'ai réussi à m'adapter et de réussir à me prendre un rôle. Par exemple, avec les entraîneurs avec qui je ne m'attendais pas, je me mettais comme si je dois les prouver justement que j'ai raison, etc. Et du coup, ma motivation, elle était encore plus énorme, c'était pas évident, mais on peut réussir aussi, c'est peut-être beaucoup plus dur, mais on peut réussir aussi dans ce sens-là aussi. Voilà, je vais peut-être donner la parole à certaines personnes du public. Oui, voilà. On va poser la question pour la dame qui vient de partir. La dame qui vient de partir aurait été très, très heureuse d'entendre de votre bouche quelle a été la première motivation, le premier déclencheur, le premier stimulant à déclencher une carrière de championne. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors, elle disait faire plaisir à papa, maman, ou autre motivation. Je pense que c'est exister. On parlait d'ego. Le professeur Ripoll parlait d'ego quand même. À un moment donné, on a envie d'exister, mais on ne sait pas quand est-ce que ça naît, d'où est-ce que ça vient. On n'est peut-être pas forcément issu d'une famille sportive
Mais il y a forcément des images qui nous ont marqué, la victoire de la Coupe du Monde en 98 en France, enfin je sais pas, des moments historiques, des moments sportifs historiques qui nous ont donné envie de nous transcender. Finalement, c'est peut-être ça, quoi. Moi, personnellement, j'ai 2 parents qui sont sportifs. Alors, du coup, c'est vrai, c'était un petit peu pour maman et papa parce que les deux, ils ont fait du haut niveau aussi. Alors, c'était un peu pour leur prouver parce que je sais qu'ils attendent beaucoup de choses de moi. Aussi parce que j'étais élevée dans un pays communiste où la propagande était faite vraiment dès l'âge, très jeune âge, où c'était pour la patrie, pour le pays, il fallait réussir, où dès le jeune âge, on attendait vraiment, c'est une vraie propagande, que peut-être c'était trop, mais je trouve par exemple dans un pays où je peux comparer comme la France, ce n'est pas assez. On n'a pas assez de ce patriotisme qui peut nous pousser aussi parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément motivée. Et maintenant que je suis française, quelque part, moi, je ne sais pas, moi, d'attendre la Marseillaise, même si je ne suis pas d'origine, ça me fait des frissons. J'ai envie d'un coup, je ne sais pas, quand on regarde un film qui parle de sport, de grands moments, etc. Mais c'est un côté, voilà, patriotisme qui m'a aussi poussé de réussir. Et peut-être en France, justement, je trouve qu'il faut un petit peu mettre ça dans le sport, un peu plus. C'est très motivant en tout cas pour moi. Donc maintenant 2 questions donc, pour le professeur Ripoll. La première, donc, à travers ce que vous avez exposé concernant donc, les sportifs de haut niveau et leur mental, leur psychisme, est-ce que vous pensez que ça peut être développé, y compris donc, au-delà des sportifs de haut niveau, aux sportifs de moyen et de bas niveau, et au-delà donc du domaine de l'éducation physique et sportive, aux autres aspects d'éducation générale, c'est-à-dire l'instruction générale. Donc ça, c'était la première question. C'est donc qu'est-ce que l'on peut tirer de ce qu'ils nous apprennent. Pour moi, les champions, ce que nous partageons est infiniment plus grand que ce qui nous différencie. Même si Alain Bernard est champion olympique. Il utilise un système nerveux. Alors, il y a la partie anthropométrique, la partie mécanique et autres, qui est tout à fait déterminant. Donc, nous ne sommes pas pareils. Mais on a toujours des gabarits absolument invraisemblables qui réussissent dans des sports. Un Platini et de même qu'un Zidane se sont fait reléguer lorsqu'ils ont fait des tests de sélection et qu'ils étaient jeunes. Donc, ils n'avaient pas les capacités anthropométriques ou biomécaniques qui leur permettaient d'être des champions de haut niveau. Il s'agit de Platini et de Zidane. Bon. Donc, il vaut mieux être Usain Bolt, si on veut faire du 100 mètres, que non. Mais bon, donc, ce qui fait que nous sommes identiques, c'est que nous avons le même système nerveux, nous avons les mêmes émotions, nous partageons. Et ce que est capable de faire ces champions, m'apprennent, ils sont mis dans des situations paroxystiques. Ils ont été les chercher. Des situations d'une extrême contrainte qui peuvent être d'une très grande violence. Mais comme ils les ont acceptées, comme ils ont été les chercher, ce n'est pas une violence. C'est au contraire, c'est une révélation d'eux-mêmes. Et ceux qui nous apprennent nous servent à tous. Et si on est capable de les comprendre, dans tout ce qui vient d'être dit, il y a à retirer quelque chose pour nous qui ne sommes pas champions, pour gérer notre vie. Ça c'est vraiment, j'y tiens à cela. C'est-à-dire qu'ils ont des expériences phénoménales, mais ils nous apprennent quelque chose. Et moi, de les comprendre, me sert dans certains domaines de la vie. Ça, c'est la première question. Autrement dit, que l'on soit politique, polytechnicien ou tout simplement monsieur et madame tout le monde qui se balade là-dessus, on a intérêt à comprendre comment ils fonctionnent, comment ils gèrent. Et la deuxième question, un peu plus polémique, donc vous avez évoqué donc, et les sportifs également l'espèce d'état de grâce donc, qui les habite sur le plan psychique lorsqu'ils se livrent aux compétitions sportives. Est-ce qu'il n'y aurait pas également une part d'ombre dans ce mental des sportifs ? Est-ce que vous avez étudié l'aspect de psychopathologie des sportifs qui pourrait expliquer, comme par exemple chez les artistes, la difficulté qu'ils peuvent éventuellement rencontrer
vis-à-vis de la vie quotidienne qui est de basse intensité par rapport à la compétition sportive qui est de haute intensité et avec un objectif unique, alors que la vie quotidienne, au contraire, est de basse intensité, fondée non pas sur la confrontation, mais sur la négociation, et avec une pluralité d'objectifs à atteindre, à la différence de la compétition sportive, et des objectifs qui, quelquefois, sont contradictoires les uns avec les autres. Je crois que la pathologie, c'est aussi le résultat d'un déséquilibre entre un individu et un système. Le système fédéral. La pathologie peut naître du couple entraîneur-entraîné. J'en ai vu, j'en ai décrit. La pathologie peut naître de l'individu dans le système fédéral. Je l'ai vu. Lisez Franck Dumoulin et vous comprendrez. Bon. La pathologie peut venir entre l'individu et la société qui l'entoure. Les institutions françaises doivent préparer ces sportifs à être des honnêtes hommes et des honnêtes femmes. Je pense que c'est assez bien fait en France, c'est-à-dire les aider à se préparer. Alors, y a-t-il plus de pathologies chez les sportifs que les non-sportifs? Je ne pense pas. Je fais un travail sur les créateurs. Depuis le 19e siècle, on considère que les créateurs sont fous. C'est génie et folie. Bon, ben je trouve pour les avoir fréquentés pendant plus d'une année, pas du tout. Là encore, ce sont des êtres comme vous et moi. Alors, il y a parmi eux des borderline, mais il y en a parmi nous. Peut-être le suis-je sans le savoir ou en le sachant un peu. Voilà. Merci, je vais donner la parole à ce jeune homme. Bonjour. Comment expliquer qu'un grand champion qui a fait gagner une finale à lui tout seul, enfin, c'est votre exemple, vous avez parlé de Zidane tout à l'heure qui a fait gagner la France en 98. En 2006, il arrive en finale après avoir surnager pendant la compétition, qu'il ait une défaillance comme ça, mentale, on peut les... Vous posez la question à qui? À vous. Ok. Alors, attendez, comment se fait-il qu'un grand champion peut gagner une finale à lui tout seul? Vous parlez de sport collectif, là? Oui, un sport collectif, mais bon, en 98, la finale de la Coupe du Monde, il a marqué 2 buts, il a été présent sur toute la période, il a eu une influence très importante, tout autant qu'il a eu en 2006 aussi, et pourtant, dans les derniers instants, il a craqué mentalement, enfin, il semble-t-il, et comment vous pourriez l'expliquer? Non, le grand champion, celui qui peut évidemment faire gagner une équipe, ça veut dire qu'il est capable de transcender cette équipe. Le grand champion est un catalyseur. C'est un catalyseur. Donc il y a deux choses qui... Une équipe de sport co, c'est 2 processus. Une cohésion sociale et une cohésion opératoire. La cohésion sociale, c'est les relations que nous entretenons. Les rôles et les statuts qui sont organisés par l'entraîneur et la façon dont nous arrivons à nous coordonner. Donc l'un d'entre eux, parce qu'il a des capacités ou des moyens, c'est le cas de Zidane, est capable de cristalliser tout cela. Et puis il y a la cohésion opératoire, c'est le système de jeu. Eh bien tout ça, il y a des individus qui sont capables de tirer ces individus. Et c'est le cas aussi du coach. Regardez Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, il est pour une bonne part dans la réussite de cette équipe. Et c'est très intéressant d'analyser le processus. Quelles sont les transactions qui peuvent se faire. Et vous le disiez, je n'ai pas besoin... Alors j'ai dit, ça peut paraître contradictoire, j'ai dit, c'est que statistiquement, c'est lorsque le coach croit en moi et que je crois en lui que l'on est bon. Mais au-delà de vos désaccords, peut-être que lui croyait en vous et peut-être que vous croyez en lui, dans votre capacité à arriver. Alors après, il y a des processus personnels. Eh bien, vous, apparemment, au moins dans cette situation, vous vous construisez dans l'adversité. Chose que vous avez repris 2 fois, le sentiment de révolte. Alors, c'est une façon de gérer. Voilà. Donc, ça ne tient pas au miracle. Mais vous savez, les psychologues expliquent toujours les miracles parce qu'ils arrivent après que le miracle se soit produit. Bon. Bonsoir à tous, bravo pour vos interventions. J'ai une question pour le professeur Ripoll ou les autres sportifs s'ils veulent bien m'aider à trouver la réponse. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à être sportif de haut niveau sans l'intervention d'un coach, sans être coaché? Est-ce qu'on peut s'auto-coacher?
Alors, excusez, je réponds très rapidement. Dans le coach, le terme, il y a deux choses. Hein. Ce qu'on peut appeler coach d'entraînement, les sportifs appellent maintenant leur entraîneur coach. Donc c'est le coach d'entraînement. Après, il y a du coach psychologique dont la fonction n'est pas d'intervenir sur l'entraînement proprement dit, mais sur l'individu ou l'équipe. Les sportifs peuvent-ils arriver à un très haut niveau sans avoir de coach? Duquel vous parlez? Si c'est de l'entraîneur, je dis non. Je n'en connais pas un seul qui puisse arriver sans entraîneur. Vous allez en connaître un. Vous allez en connaître Je vais malheureusement être obligé de vous contredire. Oui, mais vous avez commencé à quelle époque? Oui, mais il a tout à fait raison de dire à quelle époque. À quelle époque? J'ai commencé en 1978, j'avais 20 ans, et j'ai eu un entraîneur qui était plus un passionné qu'un professionnel, qui m'a donné le goût à cette discipline, et au bout de 18 mois de pratique, je l'ai quitté, et j'ai mené ma carrière en autodidacte jusqu'à 38 ans avec les résultats que j'ai eus. Et c'est pour ça que je suis, à l'issue de ma carrière de haut niveau, je suis devenu coach pour justement éviter aux athlètes d'être sans coach, parce que j'ai vécu, vous parliez tout à l'heure d'endurer, j'ai vécu des choses très très difficiles dans la gestion, dans la préparation, dans l'entraînement, dans la gestion de la victoire et de la défaite, etc. Et c'est pour ça que j'ai passé les diplômes pour pouvoir être coach et ne pas être revanchard justement sur ma vie d'athlète, mais au contraire faire partager mon expérience, et en évitant tous les pièges justement d'être un autodidacte. Oui, mais en réfutant mon argument, vous me donnez raison. Mais ça me dérange pas de vous donner raison non plus. Hein. Et monsieur a répondu, mieux que je ne le ferai, à l'intérêt qu'il y a à avoir un coach d'entraînement. Quant maintenant au coach psychologique, il y a 8 ans, quand j'ai fait mon premier livre, il y avait très peu d'entraîneurs qui avaient un propre coach, un accompagnant, et il y avait environ 10 à 15% d'athlètes qui avaient un coach autre que l'entraîneur, c'est-à-dire un accompagnant, ce que j'appelle un accompagnant. Il y a donc 2 ans, quand le deuxième livre est sorti, j'ai donc travaillé avec 24 coachs. Sur les 24 coachs, il y en avait coachs d'entraînement, il y en avait 22 qui étaient accompagnés. Et les 2 qui ne l'étaient pas acceptaient l'idée que si un jour ils étaient en difficulté, ils se feraient accompagner. Quant aux 24 athlètes, dont Alain Bernard, sur les 24, je pense que tous étaient accompagnés, avec différentes modalités, mais tous étaient accompagnés. Alors, ce qui veut dire que, on est un système où il me semble que ces coachs-là sont nécessaires.